c'est vrai que se retrouver tout à coup responsabilité en disant bon bah maintenant tu peux appliquer ton projet et puis ton projet de changement, c'est vraiment autre chose et ça fait vraiment plaisir de pouvoir mettre la main à la pâte et véritablement œuvrer à un changement qu'on aura souhaité toute sa vie. Donc ouais, c'est beaucoup de plaisir et de bonheur de me retrouver dans cette situation. C'est une situation assez surprenante aussi parce que c'est vrai que j'y croyais pas jusqu'à il y a 15 jours simplement. J'y croyais pas encore parce que je pensais pas que il nous laisserait la culture, la majorité sortante, dans la négociation qu'il y a eu entre les deux tours, avec la liste dans laquelle j'étais qui était changer la ville. Je pensais qu'avec le projet qu'on portait de politique culturelle et la critique qu'on faisait sur la politique culturelle qui avait été menée jusqu'à présent, ils nous lâcheraient pas la culture. Et puis voilà, ils l'ont fait, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et je sais que Nathalie Appéré, la nouvelle maire, a soutenu effectivement un certain nombre de mesures que je proposais, notamment les états généraux de la culture. Donc je pense qu'il y a matière de vraiment faire des choses et je suis plutôt content actuellement et j'espère que ça va aller le plus vite possible. D'abord, je suis issu d'une famille de militants de gauche, donc j'ai en moi cette culture du militantisme. Je me suis consacré très tôt à un projet personnel de vivre de la musique qui m'a éloigné un peu de ce militantisme qu'avaient mes parents et mes frères et sœurs. Je me suis consacré à développer des projets artistiques jusqu'à l'aboutissement avec Billy the Kick et les Gamins en folie qu'on a connu, qui m'a permis de vivre de la musique enfin, quasiment 30 ans. C'est le cas de beaucoup de musiciens. Et après ce succès, quand je suis revenu à un rythme de vie qui me permettait de consacrer du temps à autre chose, donc c'était dans les années 97, j'ai eu envie de m'investir à Rennes, quelque part aussi de renvoyer à Rennes des choses que Rennes m'a données. Je savais, pour avoir fréquenté évidemment la vie rennaise, la vie culturelle rennaise, que beaucoup de choses n'allaient pas, et surtout que beaucoup de gens que je fréquentais, moi, n'étaient pas aidés, n'étaient pas accompagnés dans leurs projets artistiques, projets culturels. Et je voulais justement donner à tous ces gens-là, toute cette scène-là, un peu de mon temps et essayer d'organiser les choses pour que les choses aillent mieux. Ça s'est trouvé à un moment en 97 où la ville organisait les assises de la culture, donc j'ai pu m'investir très facilement dans un esprit collectif de partage, de débat avec tous les autres acteurs culturels, puisqu'on s'est retrouvé à peu près à 120 sur plusieurs réunions pour faire un état des lieux de la scène musique actuelle à Rennes et faire des propositions à la ville pour changer les choses. Voilà, donc je me suis retrouvé très rapidement dans un espèce d'engrenage pour construire des alternatives pour la scène musique actuelle à Rennes, et ça a très bien marché puisque très rapidement on a obtenu cet équipement qui s'appelle le Jardin Moderne. Voilà, donc ça a été mon premier engagement militant, on va dire, culturel, et puis après voilà, je suis toujours resté très présent dans une espèce d'activisme culturel avec les autres acteurs en Bretagne, le réseau musique actuelle, mais aussi tout un milieu, un réseau éduc-pop de MJC, de centres sociaux avec qui je me suis toujours senti très proche et qui œuvrait aux pratiques culturelles des habitants dans les quartiers et à leur faire découvrir la création, à les initier à la création artistique. En même temps que je menais ce projet du Jardin Moderne, j'ai toujours eu un label depuis les années 80. J'ai toujours eu un label avec lequel je travaillais sur des projets de collaboration avec d'autres artistes, donc des productions d'albums, mais aussi des montages de tournées.
Donc ça aussi, j'ai toujours eu cette fibre-là, ça m'a toujours passionné. Franchement, ça m'a toujours passionné de travailler avec des artistes, de les accompagner, de les révéler à eux-mêmes leur potentiel. Vous aimez les dynamiques, Benoît Carré. Vous aimez être en même temps dans l'accompagnement des autres, mais lancer, accompagner des dynamiques de vie, de création, de production, de convergence, de synergie, de conjugaison. Voilà, toujours, j'ai sans doute un petit côté Pygmalion, qui est clair. J'ai un plaisir immense, effectivement, à accompagner des artistes à se perfectionner, à obtenir le meilleur d'eux-mêmes, à progresser, à se former. Et c'est vrai que voilà, c'est mon plaisir à moi, je crois que c'est le plaisir de tous les directeurs artistiques, tous les producteurs, justement, d'avoir révélé des jeunes artistes émergents et les avoir grandis, aidés à grandir, et puis à voler de leurs propres ailes après, bien entendu. Donc ça c'est un vrai bonheur. Je me suis jamais senti capable de créer tout seul, en fait. J'ai eu ce complexe-là, peut-être que j'aurais dû persévérer, mais bon, j'ai toujours effectivement ce complexe-là, certainement. J'ai toujours travaillé avec d'autres. Et donc j'ai toujours été dans des démarches collectives, voilà. Ensemble, et on fait ensemble, et ensemble on va faire des grandes choses. Alors j'aurais pu rester directeur du Jardin Moderne. Ouais. Voilà. Directeur du Jardin Moderne, c'est un poste qui était passionnant pour moi. J'aurais pu garder ce type d'activité professionnelle au service des autres. Et en fait, c'est pourquoi j'ai fait le pas, c'est que quand je défendais le Jardin Moderne, quand je portais ce projet-là, je me retrouvais sans arrêt face à des élus à qui je devais expliquer, expliquer sans arrêt, expliquer, réexpliquer pourquoi le Jardin Moderne participait effectivement à un service public à la population, aux personnes, et participait grandement à l'intérêt général. Alors, quasiment tous les acteurs culturels ont ce discours-là avec les élus, je m'en rends compte maintenant, mais c'est vrai que j'étais plein de convictions et de convictions politiques sur la vie de la cité, sur le respect des cultures et pourquoi toutes les cultures et notamment les musiques actuelles, toutes les personnes qui ont cette passion pour cette culture rock ou culture reggae ou électro ou hip-hop, ces cultures ont le droit de citer et doivent être accompagnées parce que ça permet effectivement à ces personnes-là de grandir et de s'insérer dans la société, etc. Donc il y a un moment j'en ai eu marre. Franchement, j'en ai eu marre de devoir expliquer sans arrêt et d'obtenir des cacahuètes, si je peux me permettre l'expression, alors que d'autres grandes institutions et d'autres formes de culture, tout aussi dignes que celles qui me passionnaient, par contre, avaient des palais pour pouvoir exercer leur art. Donc, j'avais ce sentiment d'injustice qui m'a poussé justement à me dire mais j'y arriverai pas, quoi. J'y arriverai pas à vraiment arriver à cette société, à cette politique culturelle que je trouvais équilibrée et juste. Il fallait que j'aille de l'autre côté du bureau, quoi. Donc que je m'engage en politique, que je participe à ce jeu démocratique qu'est la vie politique. J'ai choisi le parti politique avec lequel j'avais le plus de connivence, de convergence. J'ai toujours eu des convictions écolo. Je me souviens très bien de René Dumont à l'époque, il était candidat à la présidentielle, et avoir beaucoup lu de ses ouvrages à l'époque. Et voilà, j'ai toujours eu cette fibre écolo de toute façon, donc j'ai été très naturellement vers ces gens-là, qui partageaient également un sens voilà, de la liberté, de l'autogestion, moi qui me plaisait beaucoup. Et puis très rapidement, j'ai vu qu'effectivement sur la politique culturelle aussi, il y avait aussi beaucoup de convergence avec eux. Bon, donc ça a été mon premier engagement. Parallèlement à ça, j'ai une histoire très ancienne aussi de relation avec quelqu'un qui est pour moi mon père spirituel, qui est Jean-Michel Lucas, que j'ai connu quand j'étais objecteur à l'université Rennes 2 au service culturel. Lui, il était à l'époque vice-président chargé de la culture de l'université, et ensemble, tous les deux, avec Anne-Marie Connard, on a créé ce service culturel au début des années 80. Et Jean-Michel est, depuis maintenant une dizaine d'années, sous le nom de Dr Casimir Bizou, l'un des grands penseurs d'une nouvelle politique culturelle en France et en Europe, avec d'autres, qui défend justement les droits culturels et la diversité culturelle.
comment, à votre avis, votre nomination est-elle perçue par le Gotha culturel rennais? Autrement dit, notamment les cadres et dirigeants des principaux équipements culturels subventionnés. Franchement, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt, j'en ai pas rencontré. D'accord. Pour l'instant, ça fait une semaine que je suis nommé, donc j'ai beaucoup travaillé tout seul, et puis j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs. C'est vrai que j'ai plutôt actuellement envie d'envoyer des signes aussi à tous ces acteurs qui attendent quelque chose de ce changement et quelque chose de positif dans leur reconnaissance en tant que acteurs de la politique culturelle, alors ils ont souvent été exclus de la politique culturelle parce qu'on les considérait comme des acteurs du socio-culturel. Et moi, les professionnels du socio-culturel, pour moi, font partie, sont aussi des chevilles. Une dimension d'un ensemble. C'est clair. Donc les directeurs des grandes institutions culturelles, je vais les rencontrer très rapidement. Bien entendu que c'est des grands professionnels et des gens de très grande valeur auxquels j'aimerais associer effectivement à ce changement. Je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre eux seront très sensibles à ces concepts de diversité culturelle et de droit culturel. C'est des réflexions qui sont dans l'air du temps, que les gens se posent de toute façon. Je sais bien que le secteur culturel est un secteur professionnel où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'emplois. Il y a des emplois qui n'existent que parce qu'il y a des subventions ou des politiques qui soutiennent leur activité. D'où du favoritisme et du clientélisme, nécessairement et logiquement. En tout cas, si moi, en tant que politique, je veux changer les politiques culturelles, ça va avoir des conséquences, bien entendu, pour certains dans leurs activités, c'est sûr. Maintenant, j'ai la responsabilité, comme la ville a la responsabilité de veiller au respect des personnes et des salariés, et on n'a pas à faire de plans sociaux, bien sûr, comme des entreprises peuvent le faire. Donc, il est de ma responsabilité aussi, en tant que politique élu, de veiller justement au respect des personnes. Pour autant, j'ai été élu aussi pour quelque chose, pour changer, avec une orientation qui a été approuvée par les Rennais, qui a été approuvée par la maire. Donc je vais œuvrer dans cet équilibre entre conviction et respect des personnes. Ça va accoucher à Rennes de toute une déclinaison de mesures. Vous ne pouvez pas encore en parler parce que ce qui va être à l'origine de cette déclinaison de mesures, c'est une réflexion concertée que vous et Mathieu Terrier, votre ami écolistier, avez appelé les états généraux de la culture. Alors, je vous prends au mot, vous êtes engagé à établir un état des lieux partagé par tous. Quand? Quel est le calendrier? Alors, les états généraux de la culture, effectivement, c'est quelque chose sur lequel je suis soutenu par la maire, donc j'en suis très fier et très réconforté. Les états généraux de la culture, c'est prévu pour 2014, pour cette année. Donc je souhaite associer effectivement tout le service culturel pour organiser ces états généraux et les faire au plus vite. Je pense que raisonnablement ça pourrait avoir lieu à la rentrée 2014, donc septembre, octobre. Ça se fera certainement en plusieurs phases, puisque ça ne sera pas une grande messe comme il peut y avoir parfois. Il s'agit d'un processus de co-construction d'un projet culturel pour Rennes, donc qui fasse un état des lieux dans un premier temps. Enfin non, en fait les trois phases que je vois, c'est donc une première phase de partage des connaissances et de débat. Il faut qu'on partage la connaissance sur ce qu'on entend par politique culturelle, la place de l'art et le sens de l'art, le sens et la place des droits culturels. C'est effectivement des notions que j'ai envie d'introduire dans le débat, droit culturel et diversité culturelle. Encore faut-il que ces notions soient partagées, en tout cas le sens de ces termes soit partagé. Et puis également, de quoi on parle quand on parle de culture, de quoi on parle quand on parle d'art. Enfin, tout ça, c'est des choses sur lesquelles la parole ne doit pas être uniquement celle des acteurs culturels, qui sont effectivement des professionnels de la culture qui ont été formés pour ça. Mais je veux évidemment associer les personnes. Dans la mesure où la terminologie est mouvante, il faut toujours faire attention avec des personnes, même si on en a besoin, qui sont plus trop longtemps à un poste donné, parce qu'il y a une tendance à scléroser aussi la signification des termes. Et pour les termes, c'est un peu comme ils respirent, quoi.
il respire avec les évolutions sociétales, avec les passages générationnels. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi donner à d'autres personnes à qui peut-être qui ont moins la parole, pas pour retenir forcément leurs définitions, mais pour permettre de co-construire des nouvelles définitions. Voilà. Et donc moi je souhaite que les personnes dans les quartiers, par exemple, voilà, s'expriment sur leurs préférences culturelles ou artistiques, leurs envies, leur propre histoire à eux, ce qu'ils ont envie de valoriser et comment ils ont envie d'interagir avec les autres, donc dans ce qu'on appelle l'interculturel. Alors bien sûr avec des médiateurs, hein, des spécialistes qui vont les accompagner, qui vont leur donner des idées éventuellement. Et puis on va montrer ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a plein de villes qui ont déjà lancé ce type d'initiative. Donc il faut que les gens construisent ensemble un état des lieux et puis fassent des propositions et que ça serve ensuite à alimenter des réunions peut-être plus importantes avec des acteurs culturels qui vont devoir effectivement prendre ça comme matière première, comme c'est là-dessus qu'ils vont devoir travailler pour essayer d'organiser ensemble une nouvelle politique culturelle qui soit vraiment au service des cultures des personnes et qui soit adaptée au parcours que souhaitent faire les personnes dans leur enrichissement culturel, comment ils veulent effectivement évoluer, aller à la rencontre des autres. Mais voilà, les acteurs culturels doivent travailler sur l'attente et les parcours possibles pour les personnes. C'est ce que je souhaite. Donc les États généraux auront ce temps de partage de connaissances et de débat. Il y aura un deuxième temps qui sera un temps de co-construction avec les acteurs culturels et toutes les personnes qui souhaitent s'y associer, où on va travailler peut-être filière par filière, ça à définir, hein, mais effectivement il y a beaucoup de choses à voir sur le secteur de la danse, du théâtre, de la musique, des arts plastiques. Mais aussi la transversalité qui participe. Également la transversalité, bien entendu. Et puis après, la troisième phase, voilà, ça va nous amener jusqu'en janvier-février 2015, hein, où on va arriver effectivement à du compte-rendu. Alors tout sera public, bien sûr, transparent, et qui nous amènera à une phase d'expérimentation de nouvelles pratiques, de nouvelles initiatives. Et je pense que là, on sera début 2015, voilà, avec un projet de politique culturelle qui sera bien avancé et qui permettra de lancer des nouveaux chantiers. Voilà, expérimenter des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles pratiques professionnelles aussi. Et puis on se revoit tous les 6 mois ou tous les ans pour évaluer, pour perfectionner le dispositif. Et tout ça, ça nous amène tranquillement justement vers... voilà, moi effectivement j'ai un mandat de 6 ans à faire. Je souhaite qu'à la fin du mandat, voilà, il y ait quelque chose de solide dans le changement de vie culturelle à Rennes. Je suis convaincu que ces changements, parce qu'ils vont permettre à beaucoup plus de personnes d'être investies dans la vie culturelle, va permettre aussi à des créateurs, à des jeunes créateurs notamment, de pouvoir mieux progresser. Et je suis convaincu, pour avoir été l'un des acteurs des années 80 à Rennes, cette grande période, en tout cas d'effervescence, de bouillonnement, dans les cultures actuelles de l'époque, voilà, où c'était pas une politique culturelle, c'était les acteurs qui avaient fait le changement, enfin qui avaient fait ce rayonnement de Rennes au niveau du monde de l'art en France et en Europe. Moi je suis convaincu que par l'effervescence artistique et la facilitation moi j'appelle ça libérer les énergies créatives, on va faciliter la création artistique pour les personnes sans les mettre dans des boîtes, mais en leur donnant des moyens pour pouvoir progresser et travailler. Ça va permettre effectivement une émulation, une effervescence qui donnera certainement des fruits, parce que j'ai toujours été convaincu que Rennes, justement, avec cette grande chance d'avoir énormément de jeunes créateurs et un potentiel de créativité assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous aimez tout particulièrement dans Rennes? Alors, c'est toujours compliqué comme question pour un Rennais. Moi je suis né à Rennes, j'ai toujours vécu à Rennes. J'ai beaucoup critiqué Rennes. J'ai longtemps pensé, mais même dans ces années 80 où il y avait pourtant beaucoup d'effervescence, hein, j'ai trouvé toujours qu'il y avait une espèce de conformisme rennais
Pour autant, et pour avoir voyagé beaucoup avec les concerts, un peu partout en France et en Europe, je suis toujours tellement content de revenir à Rennes. C'est vrai qu'il y a à Rennes, alors peut-être parce que c'est une capitale régionale qui géographiquement se trouve voilà, à l'est de sa région, et qu'à Rennes, moi j'ai toujours fréquenté, dans tous mes amis de fac, c'était quasiment que des Bretons qui venaient du reste de la Bretagne. Et tous ces gens-là venaient à Rennes, parce qu'à Rennes, ben voilà, il y avait ce sentiment de s'élever de sa culture d'origine. America. Voilà, on était beaucoup plus proche de Londres et de Paris que de Morlaix ou Lorient. Et pour autant, tous les Lorientais et Morlaisiens étaient à Rennes et revendiquaient aussi leurs origines. C'était très bien ce brassage-là, quoi. Donc voilà, Rennes a cette chance-là d'être au centre de parcours de vie qui ont envie qui sert de tremplin, quoi, quelque part. Donc ça, c'est ce que j'aime à Rennes. Et puis voilà, Rennes est une ville à taille humaine, ça c'est vrai, mais elle n'est pas trop petite non plus. Donc il y a cette facilité à se déplacer. Moi j'ai pas de voiture, je fais tout en vélo. C'est super agréable de se balader en vélo à Rennes, c'est juste un peu dangereux, mais bon, on arrive à se déplacer très facilement d'un bout à l'autre de la ville. Et puis il y a cette démographie rennaise avec ses 60 000 étudiants pour 200 000 habitants qui fait que Rennes est une ville jeune avec un potentiel d'initiative et de créativité qu'ont les jeunes, qu'il y a quand on est jeune et qu'il y a beaucoup moins après. Et puis pour le milieu culturel, c'est un public évidemment... Avec un bémol à notre avis, c'est que le milieu estudiantin rennais est assez peu imbriqué au sein de la ville, et contrairement à Nantes, de plus en plus, on passe à Rennes pour faire ses études et on en repart, quoi. Oui, certainement, de plus en plus. Il faudrait trouver un moyen quand même de pouvoir un peu fixer les gens un peu dans notre capitale. Bon, c'est un autre problème, mais je pense que la dimension culturelle... est une des réponses, parmi d'autres. Oui, certainement. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Rennes parce qu'il y a Rennes à garder cette image de vie culturelle, de ville rock, de ville festive, voilà, où il y a la possibilité de prendre des initiatives. Bon, les gens sont souvent déçus. La vie culturelle, malheureusement, à Rennes, justement, s'est endormie. Alors, elle s'est endormie... on compare souvent Rennes et Nantes. Là, moi, ce que j'observe, c'est que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, quand on parle d'endormissement, en fait, c'est que l'année culturelle rennaise est la même depuis 10 ans. C'est ça le problème de Rennes. Malgré que tous ces festivals soient d'excellente qualité, c'est une répétition perpétuelle. Qui crée une routine et nombre de Rennais qui vont de temps en temps voir un concert à Mythos, ou au Transmusical, ou au Tombé de la Nuit, ou à mettre en scène, et ben en fait, ça devient une telle routine qu'on s'ennuie, quoi. Et le festival Mythos, là, arrive maintenant, c'est très chouette ce qui est programmé, mais j'ai l'impression que c'est le même programme qu'il y a 1 an ou 2 ans. Enfin, il n'y a pas de renouvellement, et que je ne vois pas... Il y a très peu de place pour des nouveaux projets. Et c'est ça le problème. C'est quid des nouvelles initiatives, alors qu'il y en a des gens porteurs de projets d'initiatives, il y en a plein à Rennes, mais faute de pouvoir les développer à Rennes, ils partent. Donc voilà, problème de calendrier de l'année culturelle rennaise, et puis problème de moyens, parce qu'évidemment, en termes de subventions... On ne peut pas donner à tout le monde. On peut pas... Là, le budget est complètement... fini, enfin est clos, il n'y a plus moyen de sortir d'autres argents, et même l'existant a besoin de se développer, et donc s'il y a de l'argent en plus, il va aller vers eux, on n'en sort plus. Donc voilà, on est rendu à une impasse, je trouve. L'équation n'est pas aisée. Et il va falloir secouer un petit peu tout ça. Alors moi je compte justement sur les états généraux pour faire émerger des nouvelles idées, des nouveaux projets, et puis surtout que tout le monde participe et débatte pour qu'on soit à peu près d'accord pour faire bouger les choses dans un sens, quoi. Voilà, certainement qu'il faudra renouveler, demander à certains de laisser la place à d'autres, etc. Bon, ça fait partie de la vie aussi, et du vivre ensemble. Et la vie d'une cité.
Benoît Carrey, écoutez, toute l'équipe d'Unidiver et moi-même, nous vous remercions d'avoir accepté, alors que vous venez juste de prendre votre poste, de nous réserver votre première intervention médiatique. Merci beaucoup. Merci à vous.